Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde et bienvenue à Les Affaires Brassicoles. J'espère que vous allez bien. Cet épisode est présenté par Pivot Hub. Comme vous savez, Pivot Hub et nous autres, on prépare plein d'entrevues sur l'alimentation, sur la boisson. Bien sûr, dans pas long, on va mettre une chaîne directement pour la Ferry Terroir qui va être tout ce qui a rapport pas avec la bière. Mais pour l'instant, on le garde dans la section Les Affaires Brassicoles. Comme ça, vous ne pouvez pas le mélanger, mais après ça, tranquillement, on va le détacher de ça pour que ça soit la Ferry Terroir. Comme vous savez, Baron Mag, depuis un bout de temps, comme on se parle là-bas, on a plein de choses qui s'en viennent. On travaille sur une infolette sur l'alimentation, sur la boisson. Comme vous savez, on a la bière, comme vous connaissez, tout ça. On développe tranquillement nos chaînes qui s'en viennent. On travaille aussi sur une chaîne sur le brassage qui s'en vient aussi, soyez là-dessus. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent avec de quelques autres partenaires. Euh, Aujourd'hui, comme je disais, aujourd'hui, nous autres, on est dans la section affaires et boissons. Qu'est-ce qu'on parle avec nous autres avec ça, c'est que nous autres, depuis un bout de temps avec Baron Mag, on parle beaucoup de ce qui se passe dans le beverage qu'on appelle le RTD, le prêt-à-boire, c'est le functional drink, tous ces drinks-là qui s'en viennent. Ces drinks-là, souvent, c'est des alternatives chez les brasseries ou chez les détaillants spécialisés. Parce que le monde qui ne veut pas boire de la bière ou qui boit de la sans-alcool, mais qui ne veut pas boire de la bière sans alcool, tout ça. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'entrevues avec la reine de Goutti ou tout ça, pour comprendre un petit peu d'où ce qui viennent ces produits-là. Un des produits que j'ai goûté depuis longtemps, puis que je connaissais en bouteille, c'est au fleur. C'est un drink pétillant au citron que j'avais goûté au début. C'est bien fait. Écoute, je sais que c'est un bon succès parce que euh, en parlant avec les autres, ils m'ont dit ils ont changé de la bouteille vers la canette. Puis maintenant, la canette commence à exploser, les ventes, tout ça. On va parler un petit peu avec eux autres, comprendre un petit peu d'où ce qui sort, cette compagnie-là. C'est quoi les tendances dans ce milieu-là? Est-ce que c'est un prêt-à-boire ou c'est un functional drink? C'est toi qui peux nous dire ça. Bien sûr, qu'est-ce qui s'en vient avec eux autres? C'est sûr qu'il y a une expansion vers le Canada complet. C'est comme ça quand on fait des expansions prêt-à-boire. On va parler un petit peu de leur business et bien sûr, si vous avez des questions, vous m'envoyez un courriel à leonardo@baromac.com puis on laissera l'information d'Oflore à la fin du podcast pour que vous les contactiez. Aujourd'hui, on a deux personnes de Oflore. À gauche, s'il vous plaît. Bonjour, alors moi c'est Oumou Keïta, je suis la cofondatrice d'Oflore. À droite. Alors moi, c'est Hugo Ferrand, voilà, cofondateur d'Oflore et on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Ben, excellent. Écoute, merci beaucoup. On s'est vu il n'y a pas longtemps. Vous êtes au CIBIM, à l'événement de CIBIM là-dessus. Euh, j'ai vu un petit l'engouement aller sur votre table, tout ça. Je vous connais un petit peu de loin. J'avais déjà eu deux, trois bouteilles chez vous déjà. Puis, vous avez changé la canette. J'ai vu vos canettes déjà en photo, elles sont vraiment belles. Avant de parler de tout ça, pouvez-vous nous parler un petit peu d'où sort l'idée? Je sais que avant, vous aviez un restaurant, un café, mais d'où ce qui vient l'idée? Puis, bien sûr, parlez-nous un petit peu du produit en arrière de ça. En fait, Auflore, c'est des limonades, les premières limonades fermentées du Québec. On les OK. fermente pour éliminer tout le sucre, ce qui fait que ça va être une boisson zéro sucre, zéro calories. Il n'y a pas de caféine non plus. On voulait que ce soit une limonade que tout le monde puisse boire. Puis avec la fermentation, il y a des petites bulles fines qui vont se développer, des arômes entièrement naturels, ce qui fait que ça va être une boisson vraiment intéressante au niveau du goût et qui est en fait positionnée entre le plaisir et la santé. Donc, ça va pas être quelque chose de fonctionnel, mais vraiment une boisson qu'on peut boire sans compromis, mais aussi sachant qu'il y a un petit côté fun, ça peut faire un peu mocktail, prêt à boire naturellement. Puis je peux te laisser. Ben, pour l'histoire, en fait, on a démarré le projet dans notre ancien café-restaurant qui s'appelait la Maison Auflore. Et OK. puis, c'était notre boisson signature. C'est là qu'on a développé le produit. Au début, c'était très expérimental. On faisait infuser des fleurs dans la limonade, on faisait fermenter. On avait plein d'expérimentations qu'on faisait goûter aux clients. On les servait au verre. Et puis, par la suite, on a commencé à embouteiller, à les vendre dans des grandes bouteilles de 750 millilitres, des petites bouteilles aussi. Et puis, petit à petit, on a testé les ventes à l'extérieur du café. Et puis là, ça a tellement bien marché qu'on a décidé de ne pas renouveler notre bail dernièrement, de fermer complètement le café fin septembre 2025 et de se consacrer à la vente exclusive des limonades au flore. Excellent. Ça,
Bien sûr, la question qu'il faut se poser tout le temps, pourquoi se lancer là-dedans? Parce que c'est sûr que c'est un bon produit quand vous étiez vous aviez votre restaurant, tout ça. C'est un Voilà. produit extra intéressant, tout ça. Mais pourquoi se lancer dans ce marché-là qui est vraiment très difficile? Parce que, tu sais, Ouais. on est allé, nous, on vient d'arriver du Cial, on était avec la gang de Pivot Hub là-bas, on était au Cial, on était parlé avec plein de monde. On a fait une soixantaine d'entrevues là-bas, on a discuté avec ce monde-là. C'est sûr que vous êtes dans un beau créneau. Le monde aime votre drink, tout ça, mais c'est un créneau qui est difficile parce que maintenant, vous êtes en train de distribuer à travers à travers le Québec tranquillement. Vous êtes très montréalais pour l'instant, mais ça s'en vient au Québec. Mhm. C'est sûr que ça vous tente d'aller au Costco un de ces jours, y aller tout ça. Mais pourquoi se lancer dans ça plutôt c'est de garder la restauration? Mais la restauration n'est pas simple non plus. Et puis, en fait, Oui, on a ouvert début janvier 2019. Un an après, on a eu la Covid. Et OK. puis, la Covid, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir au produit parce que au moins, c'était un produit qui pouvait être vendu en épicerie. Il n'y avait pas la problématique d'être fermé si jamais il y avait une autre pandémie qui arrivait. Donc, c'est vraiment en 2020-2021 qu'on a beaucoup réfléchi au passage du produit dans le restaurant à un produit commercialisable dans les épiceries. Et aussi, pourquoi plus précisément une limonade qui va être sans sucre? C'est que c'est vraiment une tendance qui est pas juste passagère, mais de plus en plus demander le sans sucre ou sucre réduit ou alternative à l'alcool, mais qui va être fun. Puis notre produit va aussi être différent des autres prêts à boire qui vont sur le marché parce que avec la fermentation, on va vraiment chercher une complexité au niveau du goût, un côté qui va être plus fun, festif, qui se prête à tous les contextes sociaux aussi. Donc, c'est vraiment une belle alternative en termes de produits sur le marché. Faut juste savoir, c'est quand le moment que vous avez dit que vous vous lancez, que vous avez ce drink-là? Est-ce que c'est un accident quelque part ou c'est quelque chose que vous faisiez à la maison? D'où est-ce que ça commençait à vraiment passer à faire ce drink-là? Tu sais, comme des fois, il y a des affaires qui sortent comme ça, mais d'où vient l'idée de base dans ça de ça? L'idée de base, ça Oui, date. moi, le story, tu sais, le story de ça. Bon, on va remonter un petit peu plus loin. Aller Je plus loin, ouais. On était en 2017-2018, je pense. Et puis, à cette époque-là, Oumou était en échange universitaire. Il est spécialisé dans le droit des affaires, Droit de la santé, droit en de la fait. santé. J'étais OK. plus dans le monde des biotechnologies. Je travaillais dans une compagnie de probiotiques. Donc, j'étais dans le monde déjà du produit naturel, produit de santé. Puis, j'étais en train de faire mes études en France. Et Hugo, lui, il était en France. Puis, Et il m'a présenté, en fait, une plante qui venait des Alpes. c'est ça, en fait, c'est une petite plante qu'on appelle le génépi qui pousse dans les Alpes à 1800-2000 mètres d'altitude à peu près. Ah, OK. Et puis, ma famille a un chalet là-bas, on y va régulièrement. Et puis, on cueille cette plante et puis on en fait un alcool qui s'appelle le génépi. À ne pas confondre avec le genièvre, c'est pas du gin, c'est vraiment une plante endémique des Alpes. Et puis, j'ai fait la recette avec Mou, on l'a goûté, elle m'a dit «Ouah, c'est super bon. Et puis, il n'y en a pas au Canada, il n'y en a pas au Québec, il faudrait essayer de le vendre». Alors, c'est un peu compliqué de vendre de l'alcool, Ouais. comme vous le savez. Ah, oui, Toute c'est la vrai. Donc, C'est ça. c'est ça, l'idée initiale était partie de cet alcool-là que j'avais goûté. Puis, j'étais comme, ah, c'est vraiment bon, mais c'est comme un 40% d'alcool, là, avec la fleur qui a macéré C'est pendant ça. 40 jours. Donc, c'était super bon, mais après, de venir le faire au Québec, finalement, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. Donc, on a commencé à penser à plutôt importer des plantes sèches d'abord pour les revendre dans les épiceries. Là encore, c'était un gros projet parce que ça devenait tout de suite industriel et puis nous, on n'avait aucune expérience dans ce domaine-là. Et puis, petit à petit, c'est vraiment un concours de circonstances qui nous ont amenés à ouvrir un café-restaurant qui a beaucoup évolué aussi au cours des années parce que entre la Covid qui nous a amené à repenser le modèle d'affaires parce au début, on était un café culturel avec cette boisson signature, la limonade aux fleurs. La pandémie nous a poussé à devenir plus un café-pâtisserie. On a bénéficié on a bénéficié d'un accompagnement de l'ITHQ pour finalement repenser complètement notre offre et devenir plus un lieu spécialisé dans les gaufres salées, sucrées, des gaufres sandwich, des brunchs, etc., qui étaient plus spécialisés dans le monde montréalais. Et puis, c'est vraiment le succès Des limonades. des limonades à l'extérieur qu'on a fait notre test de validation de marché
qui nous a poussé à fermer le lieu pour se consacrer aux produits. Fait qu'il y avait les limonades tout le long de ce processus-là, de tous les changements et tout, qui Mmh. étaient comme en arrière-plan, mais qu'on prenait pas sérieusement parce qu'on se disait, bon, au moins on a fait cette recette, puis ça offre d'autres options pour les clients que le café et l'alcool. Mais finalement, c'est les limonades qui avaient le plus de potentiel, qu'on pouvait sortir du lieu. Et c'est là qu'on a vraiment commencé à se dire, OK, on pourrait faire quelque chose avec ça. Là, Ouais. quand on a réfléchi pendant la COVID, qu'on a commencé à penser au branding et tranquillement à les mettre en bouteille. Et puis ça nous a dépassé, en fait. On ne s'attendait pas à ça au début. Et puis les limonades, on n'était pas spécialisé non plus dans les limonades. Donc, juste avant l'ouverture du café, on a testé plein de boissons. On a testé des kombucha, on a testé des kéfirs, on a testé des kvass, on a testé tout type de fermentation. On les a tous faits à la maison. Et puis, c'est vraiment cette infusion pétillante, là, les limonades pétillantes qui nous ont marqués. On s'est dit, personne ne fait ça à Montréal, personne n'a l'air de faire ça au Québec. C'est plutôt une boisson qu'on fait à la maison, qu'on fait en Europe, qu'on fait dans plusieurs pays du monde, mais on ne l'a pas encore testé sur le marché. Donc, allons-y, on trouve ça bon, on va la partager à nos clients. Nice. Côté capacité que vous avez, c'est quoi vos capacités? Parce que vous avez trois ou quatre, vous avez trois drinks, non, c'est ça? Trois SKU? On Vous a avez encore. Je sais qu'avant, vous aviez beaucoup plus de SKU quand vous étiez en bouteille. Vous êtes combien Ouais. de SKU maintenant? Maintenant, on en a 3. Avant, on en avait 6. C'est parce qu'on avait essayé toutes sortes de fleurs. Ça marche vraiment avec tellement d'options différentes. Mais on a remarqué que si on met trop d'options, trop d'offres sur le marché, c'est compliqué pour le client aussi de choisir. Donc, Vous on a êtes aussi, de vous êtes tester. aussi le coût en arrière de ça, tu sais, Oui, chacun. oui, c'est sûr. Exactement, de tout produire, c'est multiplier les SKU, c'est compliqué. Donc, on s'est concentré sur les 3 top vendeurs qui sont plus faciles aussi à comprendre pour le client. Donc, il y a la citron, ça c'est la classique. Après, il y a hibiscus et lavande. Donc, pour ces deux-là, c'est vraiment, on va venir infuser les fleurs directement dans la limonade, puis après, on va fermenter pendant 1 semaine. Excellent. C'est quoi vos capacités à vous autres? Parce que, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que, comme je dis, vous êtes en canette maintenant, c'est différent que la bouteille. Vous avez, tu sais, si quelqu'un, disons, qui veut commander chez vous, c'est quoi la capacité mensuelle qu'il peut aller commander chez vous? Ben, en fait, maintenant, avec la canette, c'était ça, c'est que entre la bouteille et la canette, il y a eu un travail de recherche et développement pour passer de production qui était de 200 litres faite maison avec nos petites mains de manière Wow, artisanale OK. à des 2500 litres. Alors, cette fois-ci, c'est fait en usine. Donc, maintenant, on sous-traite la production dans les cantons de l'Est à Cowansville. Et puis, ça nous permet d'avoir une production pas infinie, mais on peut avoir des beaucoup plus gros volumes. Donc là, on parle de palettes. Il y a des distributeurs maintenant qui travaillent avec nous, OK, distributeurs OK. café, distributeurs plus épicerie santé, produits de santé naturelle. Il y a aussi de l'institutionnel. Donc, on peut desservir tout le Québec maintenant, tout en faisant attention quand même au fond de roulement. C'est le principal défi, je pense, dans cette industrie. Vous autres, dans ce côté, vous avez choisi trois affaires, ces trois SKU, c'est ça. Moi, je connais la limonade. J'ai connu votre drink d'une fois, je me rappelle, dans un événement brassicole, on avait goûté aux affaires qui étaient là-dedans. Comme je dis souvent, beaucoup des boissons comme les vôtres, c'est des drinks qu'on prend parce qu'on ne veut pas boire de la bière ou qu'on veut quelque chose, ou faire un mixer avec de l'alcool. Ouais. Souvent, moi, j'ai déjà utilisé votre limonade avec de la vodka, ça a déjà été fait. Euh, Quand vous travaillez avec vos partenaires locaux, est-ce que vous travaillez avec des partenaires locaux pour vos produits à la lavande? Québec, c'est connu pour la lavande. Hibiscus, tout ça. Comment fonctionnent vos produits? C'est vos produits ici? Vous avez des produits extérieurs? D'où ce qui vient tous ces produits-là? Les ingrédients de base De la chacun, recette. ouais. Alors, malheureusement, le citron ne pousse pas au Québec. Donc, Pour l'instant, on ne sait jamais. Avec les salaires qui changent, on ne sait jamais, hein. ça vient des États-Unis, le citron, mais il est pressé au Québec. On tenait à travailler avec des entreprises qui pouvaient presser le citron au Québec, donc ça vient localement. Ensuite, les plantes, c'est pareil, on a cherché des plantes sèches, des fleurs qui viendraient du Québec. Par exemple, on trouve de l'hibiscus, de la lavande, mais pas en quantité suffisante pour fournir les industriels. C'est ça le problème. Donc, même toutes les tisanes qu'on va boire, qu'on peut acheter dans les épiceries, elles ne viennent pas du Québec, c'est des produits d'importation. Donc, nous, on a une lavande qui vient de France, de la Drôme provençale, et puis l'hibiscus, ça vient d'Égypte. OK, Euh, OK. mais on essaye quand même le plus possible de travailler avec des entreprises qui
sont basés au Québec, qui pressent le citron, qui vont importer les plantes au Québec. Excellent. Vous avez, comme vous avez dit, vous connaissez plus pour la bouteille, vous êtes allé en canette maintenant. Comment ça a été le changement de vers ça? Parce que c'est un changement assez radical. Le fait que vous avez déjà débarrassé de 3 SKU, c'est un gros choix déjà, tu sais, monétaire et de ça. Mhm. Mais le fait d'avoir choisi les trois, comment ça a été le changement de votre comme genre d'affaires pour changer vers la canette, la mise en place, comme tu dis, le gros volume, les Mhm. ventes, tout ça. Il y a beaucoup de travail à l'arrière de ça. Je vous avais vu au CIBIM. Je vous rappelle que vous êtes déjà en train de penser à toutes ces affaires-là. Vous m'avez dit que la canette, ça s'en venait, tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans comment ça a fonctionné le changement, la transition à l'arrière de ça? Pas parce que pour savoir plus pour le monde qui veulent faire la transition, on aimerait savoir comment ça a été le travail à l'arrière de ça. Oui, ben en fait, c'est comme tu dis, c'était beaucoup de travail. On ne pensait pas que ça allait être aussi intense. On dit, ah, ben, on va juste trouver un sous-traitant puis that's it. Mais en fait, c'est chaque petit détail qu'il faut vérifier parce que ben, d'abord, est-ce que ton packaging, tu vas passer à la canette, mais quelle canette? Est-ce que ça va être imprimé? Est-ce que ça va être une étiquette collée? Il faut penser au délai aussi de production, d'impression, avec quelle compagnie tu vas travailler. Et rien que pour la recette, il faut la mettre à l'échelle parce que de tout faire maison, tu peux même presser tes citrons toi-même. C'est pas la même chose que d'avoir des gros volumes que tu dois trouver d'un fournisseur, voir à quel rythme c'est dispo les ingrédients. Puis pour ce qui est vraiment de la mise à l'échelle de la recette en tant que telle, on a dû faire de la recherche et développement. Donc, c'était voir chaque ingrédient, quelle quantité, de quelle manière, comment il va interagir avec l'autre ingrédient, comment ça va interagir dans un gros volume. Parce que comme on disait, de passer de 200 litres à 2000, 3000 litres, c'est pas la même interaction non plus. C'est ça, il a fallu faire beaucoup de recherches pour ça. Puis on voulait absolument que le goût soit la même chose, que ce soit le plus près possible de ce qu'on avait dans la bouteille pour nos consommateurs, puis garder aussi notre bulle fine naturelle qui change, qui est caractéristique du produit. Donc ça nous a pris un certain temps pour la recherche. Puis aussi le sous-traitant, parce qu'il a fallu vraiment rencontrer tellement de différents sous-traitants pour s'assurer que ça pouvait répondre à nos standards. Parce qu'il y en a qui, en fait, la plupart ne vont pas faire de fermentation. Donc ça, c'était notre frein principal parce qu'on nous disait on peut juste mélanger les ingrédients ou remplacer telle chose par juste des arômes ou autre. Mais en fait, pour nous, ça ne marchait pas parce que ça changeait complètement la nature du produit et il fallait absolument qu'on puisse fermenter notre produit pour éliminer tout le sucre. Parce que nous, on va pousser la fermentation jusqu'à éliminer le sucre même dans le jus de citron. Il y a naturellement du sucre dans tous les jus d'ailleurs. Donc, il fallait qu'on puisse être vraiment 0-0. C'est ça. Donc, la recherche avec ce fournisseur-là, les différents fournisseurs, le sous-traitant, c'était beaucoup de travail et ça nous a pris 1 an et demi, en fait, pour se rendre là. Oh, j'adore ça. Puis après, il y a la transition parce que une fois qu'on a le produit fini, il va falloir déjà contacter tous nos clients existants. Eux, ils avaient 2 formats de bouteilles. Il y avait la petite bouteille, la grande bouteille, et puis il fallait les convaincre de remplacer ces bouteilles par les canettes. Alors pour certains, ça se fait très bien tout seul. Pour d'autres, il a fallu reprendre du stock qu'ils avaient en magasin pour tout de suite passer à la canette. Là, je pense qu'on a fait la transition avec quasiment tous nos clients. Il doit y avoir 2-3 clients qui ont encore quelques bouteilles, mais c'est tout. Et puis après, il a fallu démarcher les nouveaux clients. C'est cette phase-là qu'on est en train de faire actuellement pour commencer à la placer partout parce qu'on était limité à 55 clients. C'était notre capacité de production artisanale maison. Là, avec les portes qui s'ouvrent grâce à la canette, on peut aller plus loin. Et puis, ce qui nous permet d'aller plus loin aussi, ce qui nous fait beaucoup de visibilité, et puis ce qui simplifie toutes nos étapes de vente jusqu'à de la prise de commande jusqu'à la facturation, c'est aussi l'outil Pivot Hub. Là, on est vraiment satisfait. On a fait le passage avec le changement de format il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, et on est vraiment satisfait de cet outil qui nous aide beaucoup. En plus, ils ont annoncé la sortie des canettes sur leur infolettre. Tout de suite, on a vu plein de commandes tomber, des gens qui étaient intéressés, qui voulaient des échantillons, tout ça. Bien. C'était vraiment une belle alternative à ce qu'on faisait maison, même pour la facturation. Côté commercialisation le produit, qu'est-ce qui a été, à part le côté aller chercher l'équipement, aller chercher les bouteilles, tout ça, qu'est-ce qui a changé dans votre façon de travailler à vous deux?
Parce que l'affaire, tout à coup, tu sais, comme dit, vous faites d'être tous ensemble, bien sûr, vous utilisez Pivot Hub pour travailler toute l'équipe. Mais côté commercialisation, est-ce que vous avez commencé à séparer votre travail de plus en plus défini? Tu sais, il y Ouais. a le côté, bien sûr, R&D qu'on fait, le côté commercialisation, le côté achat, le côté tout ça, développement tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui prépare votre pop, la distribution, tout ça. Comment ça commence à changer votre façon de travailler dans votre entreprise? Mm. Bah, déjà, c'est ça, c'est la sous-traitance. Le fait de déléguer, ça, on n'avait pas l'habitude, puisqu'on faisait tout nous-mêmes, de la production jusqu'à la livraison, facturation. Là, on délègue. Donc, il faut prendre un petit peu de recul, de hauteur, et on gère d'autres équipes, d'autres entreprises. C'est des partenariats, de la collaboration. Donc, c'est une autre dynamique. Il faut anticiper plus parce qu'on ne peut pas être dans l'urgence. Quand tu fais tout maison, bah, tu sais très bien que là, tu vas acheter tel ingrédient, tu vas le produire, ça va être prêt à tel moment. Là, il y a des délais qui sont plus longs. Il y a des échanges avec des humains. Il y a des choses qui coincent par moment, tu t'y attendais pas, ou tu as des négociations à faire. Donc, c'est ce genre de dynamique qu'on découvre. Pour l'instant, on a de la chance, ça se passe bien avec notre... C'est nouveau encore, ouais, c'est nouveau encore. Voilà, c'est nouveau. Exactement. Mais c'est aussi, c'est mieux s'organiser en fait. Donc ça, c'est bien. Puis Ouais. ça permet de séparer correctement les tâches parce que c'est sûr que quand tu fais tout toi-même, c'est facile comme ça. Tu te dis, ben, tu peux te perdre là. Tu te dis, OK, là aujourd'hui, on fait un peu de comptabilité, juste après un peu de production, un peu de facturation. Tu fais tout dans tous les sens. Là, c'est OK, ben oui, il y en a un qui va produire. Et après, nous, on se sépare mieux les tâches. Il y en a un qui va plus se concentrer sur tout ce qui est distribution, les négociations avec les partenaires, alors que l'autre va plus être service client, tout ce qui est, je sais pas, les commandes des ingrédients. Donc, on peut mieux partager, séparer chacune des tâches, ce qui nous permet aussi d'aller plus loin, plus facilement, de mieux organiser les choses. Côté, c'est ça, maintenant vous êtes commercialisé là-dessus à l'arrière de ça. C'est sûr, comment ça a été la réponse par les boutiques, tout ça? C'est sûr, avec la canette, ça aide beaucoup plus. Les gens, les bouteilles, le monde sont tannés, les bouteilles, pas conjuguées cette année. Mais vous autres, comment ça a été la réponse de la clientèle? Côté goût, je sais, c'est content. Donc, quand je vous ai vu, c'était correct, ça. Mais côté, c'est les gens, est-ce qu'on vous place où maintenant à l'arrière de ça? Parce qu'au début, on ne sait pas si vous êtes un prêt-à-boire, vous êtes un functional drink. C'est le côté B2B, comment ça fonctionnait, les commerces, puis le côté pour les clients, comment ça a été, la réponse? Ben, on avait une appréhension parce que justement, on passait de 6 SKU, c'est-à-dire Ouais. 3 petits formats et 3 grands, citron, hibiscus, lavande, à 3 SKU, c'est-à-dire que des canettes et citron, hibiscus, lavande. Donc là, c'était un défi parce qu'on se disait, on va perdre du chiffre d'affaires, on va... Et le prix a baissé aussi parce qu'avec les bouteilles étaient plus chères que les canettes. Bien sûr. Et puis, avec toutes les canettes qui existent sur le marché, que ce soit des canettes classiques ou slick comme celles qu'on a, bah, on se disait, on va se fondre dans la masse et ça va être difficile d'être vu par les clients, etc. Et finalement, la réponse est très bonne. On est vraiment satisfait de ce changement de format, changement de formule. Les B2B nous disent, une fois qu'ils ont adopté le produit, qu'ils l'ont soit découvert ou ils sont passés à la canette suite aux bouteilles, ils nous disent, bah, ça se vend bien, ça se vend peut-être même mieux que les bouteilles. Ça part plus vite. On a des plus petites commandes parce qu'on a réduit aussi la taille des Des caisses. caisses, On était ouais. à 24 unités par caisse. Là, on est à 12. Donc, ils font des plus petites commandes. Ils prennent, par exemple, 1 ou 2 caisses par SKU. Et ensuite, ils vont recommander plus vite. Donc, c'est le nouveau cycle de commandes qu'on a actuellement. C'est plus facile pour eux, ils sont super contents, ça part plus vite, donc ils recommandent plus facilement aussi. Puis aussi pour le B2C, ça marche super bien. En fait, le packaging ressort tout de suite, il y a les attributs qui sont bien mis de l'avant. Il va tout de suite limonade pétillante, 0 sucre, 0 calories, pas de caféine non plus. Le côté fermenté, on sait que des fois, ça peut faire peur à certaines personnes. Donc, on a plus mis un pur plaisir fermenté, que c'est le goût vibrant et naturel du Vraiment citron. beau, hein? Donc, ça marche bien pour l'instant. On croise les doigts pour que ça continue. C'est sûr qu'il y a du travail qui va continuer. Là, on doit rester à l'affût des retours pour voir s'il y a des améliorations à faire, mais ça, on est prêt pour ça.
Côté branding, avec qui vous avez travaillé, parce que comme vous dites, vos bouteilles ont été très belles, vos bouteilles, le côté branding, tout a été beau. Avec qui vous avez travaillé pour les nouvelles, c'est parce que en plus, vos ingrédients sont vraiment simples. C'est ça la beauté, je sais que c'est c'est la tendance, la simplicité de ça. Avec qui vous avez travaillé pour la simplicité des canettes, tout ça? Ben, on a travaillé avec la compagnie de design Haricot, OK. H-A-R-Y-C-O. C'est eux qui nous suivent enfin, on travaille avec eux depuis le début. Ils ont fait les premières étiquettes en bouteille. Donc, d'abord, c'était les grands formats, après les petits formats. Puis là, on a retravaillé tout le branding avec eux en mettant vraiment en avant les attributs. En fait, on a ajouté sur le devant de l'étiquette 3 pastilles. Sur la droite, c'est 0 sucre, 0 calories, 0 caféine. Et sur la gauche, il y a un petit citron avec ce pur plaisir fermenté. Ça permet de se distinguer tout de suite des autres limonades, par exemple, sur le marché, des autres limonades pétillantes. Et puis, on reprend la structure et l'image, le visuel de l'étiquette déjà existante qu'on avait déjà. Donc, les clients qui nous connaissent vont repérer le produit et s'ils sont un peu curieux, ils vont pouvoir voir les nouveaux attributs. Est-ce que vous avez eu des feedbacks du monde qui ont perdu les autres SKU ou pour l'instant, pas beaucoup de. Vous allez peut-être en faire des SKU un petit peu un peu comme comme des collections, des affaires comme ça plus tard, des affaires comme ça plus tard. On va essayer, Ouais. oui. Essayez. Ouais. Oui, c'est ça. Des fois, le retour vers la bouteille peut être difficile, fait qu'on verra. On nous demande Ou des les fois autres pour les saveurs. autres fleurs. Ouais, c'est ça. Les autres Ouais. fleurs qu'on avait, c'est ça. Donc, on garde ça de côté. Ça peut toujours être quelque Ouais. chose qui va être fun. Des éditions spéciales, par exemple. Ou de nouvelles, soit des ajouts Ouais. dans la gamme, parce que pour l'instant, c'est une gamme de 3, mais il pourrait y avoir d'autres saveurs dans la gamme, ou de nouvelles gammes. Ça, on a déjà plein de projets. On va pas trop en dire, mais c'est ça, il y a plein de gammes à venir. C'est sûr qu'avec un coût de 3, c'est difficile de faire un paquet de 4, un paquet de vente, tout ça. On s'en va. C'est sûr que vos produits, vous autres, vous voulez aller dans des grosses compagnies comme Avril, des affaires comme ça. De plus en plus, on voit dans les packs de 4, c'est ça la grosse mode qui s'en vient, même les packs de 6. Est-ce Ouais. qu'un pack de 4, qui est dans 1 an, 2 ans, ça vous tente de pousser vers Costco, des produits comme ça, maintenant avec du volume tranquillement, comment ça va votre timeline à vous autres pour l'instant? Bah, déjà, on a une annonce à faire. On va rentrer chez Avril en juin. Euh, Félicitations. Ça fait en fait 2 ans qu'ils sont très intéressés et puis ils voulaient nous rentrer déjà, ouais, c'est ça, il y a 2 ans, mais nous, on n'était pas prêts. Donc, on est en discussion avec eux. On leur a dit, on a temporisé, on a dit qu'on le fera dès qu'on sera prêt. Et c'est finalement la canette qui nous permet de rentrer le mois prochain chez eux, dans tous les avrils du Québec. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a d'autres aussi intéressés à vous autres, d'autres grosses compagnies qui s'en viennent pour vous autres aussi? C'est ça, on est en discussion avec Tho, on est en discussion. Il y a sûrement le groupe Epicia qui ont tous les Valmont. Ouais. Eux aussi, ils étaient intéressés. Donc, ça va sûrement se faire d'ici le début de l'été. Et puis, peut-être du backdoor aussi avec des IGA, Rachel Berry, OK, OK. Métro, des choses comme ça. Mais ça va être, on ne sera pas listé tout de suite. Ça va Non, plutôt. c'est de la job avec de ça, ouais. C'est Vous ça. autres, c'est sûr qu'il y a des gros changements qui existent maintenant dans les détaillants spécialisés. Il y en a beaucoup qui ferment. Puis maintenant, il y a plus de groupes qui travaillent, là-dedans. Ça fait que vous autres, quand vous avez commencé à vendre, vous étiez vraiment très dans les détaillants spécialisés C'est qui ça. sont ouverts à vous autres, tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à vous autres quand vous devez aller dans le volume? Dans le volume, il faut aller avec Pasquier, il faut aller avec Tho, tout ça. Comment on fait une balance entre les détaillants spécialisés et les gros détaillants? Comment on balance ça, que tout le monde soit content? Alors ça, c'est sûr, c'est du cas par cas, parce qu'il faut aussi garder notre indépendance, là. Ça reste notre produit, bon, il est unique, il y a des choses qu'on peut faire ou pas. Et eux, de leur côté, ils ont aussi chacun leurs exigences. Donc, c'est regarder où est-ce qu'on peut rentrer à quel moment. Si certains demandent, par exemple, un énorme volume tout de suite puis qu'on ne peut pas assurer, on va peut-être continuer les discussions puis attendre d'être prêt. Parce que nous, c'est ça, en fait, on veut s'assurer que chaque move qu'on fait, on le prépare correctement. Tu vois, comme le lancement de la canette, ça nous a pris 1 an et demi, mais maintenant que c'est fait, on y va à 100%. Donc, chaque nouveau partenaire, on va s'assurer d'avoir la meilleure approche, qu'on travaille le mieux possible ensemble. Puis une fois qu'on est prêt, tout est aligné, leurs critères, les nôtres. Là, on appuie sur le bouton, on continue. Donc, on ne va pas nécessairement être partout tout de suite, mais on prend le temps, on rentre chez chacun. Comme on dit, là, ça va être chez les Avril.
Puis tranquillement, ça va être chez des IGA, peut-être des Taux, d'autres magasins comme ça, étape par étape. On a aussi déjà des demandes pour l'institutionnel, donc pour rentrer dans plus des écoles comme des collèges, ça pourrait être dans les hôpitaux, donc tranquillement, ouais, des Les machines restos. distributrices aussi. Ok, vous avez calculé ça en 2 ans, la grosseur comme ça. Est-ce que vous êtes vraiment uniquement à Montréal, Québec? Vous êtes où? Parce que je sais qu'à Gabriel, vous avez tout le réseau. Ils viennent d'ouvrir une nouvelle place à Gatineau qui est vraiment belle. Vous êtes où maintenant? C'est où la concentration de vos ventes pour l'instant? On a 75 points de vente actuellement. Donc, en 3 semaines, un mois, on est passé de 55 à 75. On a acquis 20 nouveaux clients. Et encore, on était plus dans des discussions avec des gros. On n'est pas concentré sur le démarchage, mais ça va assez vite. Donc, on est partout au Québec, principalement à Montréal, mais on a des points de vente jusqu'au Mont-Tremblant, donc sur la route des Laurentides. On descend maintenant jusqu'à Cowansville, Bromont, on est au Mont-Saint-Hilaire, Drummondville, on est à Trois-Rivières, Shawinigan, Québec, on est au Saguenay, jusqu'à Lens-Saint-Jean et à Saguenay même. Quand Donc, même. ça s'étend petit à petit. C'est bon. Vous autres, c'est ça le problème, comme tu disais, on parlait au début, il faut éduquer le monde sur la fermentation. Est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment un gros défi au début? Vous pensez vos ventes? Et Ouais. ils sont un peu difficiles à cause de ça, le défi de tout le temps éduquer le monde, de comprendre c'est quoi la fermentation, tout ça? C'est Ouais. l'enjeu. Ouais, ça c'est sûr parce que souvent ils connaissent quelques types de fermentation. Donc on va connaître par exemple le kéfir, le Ouais. kombucha, le ginger beer, mais en fait nous c'est une technique complètement différente de fermentation, puis on est les seuls à fermenter la limonade. Puis pourquoi fermenter la limonade? C'est parce que tout ce qui est sur le marché est tellement sucré, donc on s'est dit on va trouver une solution naturelle pour enlever le sucre de la limonade, mais avoir un goût super intéressant quand même. Donc, de fermenter la limonade, bon, c'est une technique différente. On utilise plutôt des levures par rapport à d'autres qui vont utiliser des bactéries et des levures ou autres. Et donc, il faut expliquer aux clients. Des fois, on leur explique. Il y en a qui sont un peu connaisseurs, d'autres, c'est pas du tout. Donc, il faut expliquer, ben, c'est quoi le fait d'éliminer le sucre, comment ça se produit et tout. Mais ça se fait plutôt bien. C'est avec les années, à force. Au début, je te dirais que quand on a commencé nos limonades, personne ne comprenait. Puis c'était comme, c'est quoi ça? C'est juste un jus. Mais là, tranquillement, ça commence à plus rentrer. On était associé à du kombucha. Quand on a commencé Normal, c'est la fermentation. Ouais, Ouais. c'est ça. Quand on a commencé au café, c'est un kombucha, kombucha, kombucha. Ça nous a pris peut-être 4-5 ans avant que les gens comprennent qu'on n'était pas du kombucha, que c'était une autre famille de fermentation. Mais encore aujourd'hui, dès qu'on fait des salons, des dégustations en magasin, etc., on est constamment en train d'expliquer le processus, que la transformation du sucre en petites bulles fines, en saveur par la fermentation, c'est différent. C'est la limonade fermentée, c'est une autre famille de fermentation. Donc ça, c'est notre travail quotidien. Donc il faut le faire sur les réseaux, de vive voix, et je pense que ça va continuer pendant Des petites vidéos là, comme ça. Est-ce que Ouais. vous êtes plus dans le prêt à boire ou dans le functional drink, vous autres? Dans quel marché êtes-vous là-dedans? Parce que vous êtes un mix des deux à peu près, tu sais. C'est la ça. perception, Vous, quand quelqu'un vous place quelque part, comme tu disais avec le kombucha, tout ça, est-ce que Ouais. vous êtes plus dans le côté prêt à boire ou le côté functional drink parce que c'est plus santé? Mais aussi, il y a des prêts à boire santé dans où vous êtes quand on vous installe, vous autres? On est sur les deux. En fait, Ok. dans les magasins, selon l'interprétation des magasins aussi, eux, par rapport aux autres produits qu'ils ont, s'ils ont vraiment une gamme de prêt-à-boire très développée, ils vont aller vers ça. Puis sinon, ça va être souvent dans le fonctionnel. Donc, parce Ok. qu'il y a vraiment le côté santé qui ressort, le fait que ce soit un produit fermenté. Donc, il y a ce côté probiotique qu'on ne met pas de l'avant nécessairement parce qu'on voulait rester sur un produit plaisir. Donc, quelqu'un qui se dit, je veux juste une limonade, mais je fais attention à ma consommation de sucre, il va prendre ça directement. Puis, il va se sentir bien de le boire. Mais après, ceux qui cherchent une alternative à l'alcool, ils vont se dire, peut-être pas nécessairement tout de suite, en voyant la canette, ils ne vont pas se dire c'est un prêt à boire, mais en goûtant, là, ils vont se dire, ouais, OK, c'est vraiment intéressant. Ça fait tout de suite mocktail, le goût, c'est intéressant et tout. Puis, ils l'adoptent. Donc, c'est vraiment entre les deux, puis ça dépend des magasins. OK, c'est vraiment travail là-bas. Vous autres, c'est ça, vous avez été formé de canette. Est-ce que vous avez fait du B2B avec des kegs qui s'en viennent? Est-ce que des affaires, ça vous tente? Ça, on fait une entrevue dans pas long avec une compagnie de kegs qui font des kegs avec des cocktails. Est-ce que le marché du fût s'en vient? C'est quelque chose qui vous intéresse à le développer dans les bars, tout ça? Au moins, on a la capacité de le faire maintenant. On On a vu peut ça, le ouais. faire.
Par contre, on n'a pas encore développé ce créneau-là. On pensait aussi utiliser les kegs pour nous, par exemple, si on fait des festivals, des marchés, des choses comme ça peut être plus pratique que d'ouvrir la canette à chaque fois, plus écologique aussi. Oh, oui. Donc ça, c'est déjà pour un usage personnel. Et puis, on n'a pas encore vraiment exploré le monde du bar. Donc, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, mais dans un deuxième temps, je pense, parce que c'est de la gestion aussi, le keg, le nettoyage de keg et tout. Oui, c'est des fois du cake en plastique, mais ça devient très salissant, tout ça. C'est ça. En dehors de tout ça, vous avez bien sûr en train de grossir tranquillement. Est-ce qu'il y a tout le temps des questions qui se posent avec mes lecteurs? Est-ce que vous cherchez des investisseurs ou pour l'instant, vous êtes encore dans un moment, une phase qu'on essaie de savoir ce qui se passe? Ou c'est à long terme, c'est intéressant d'avoir un investisseur pour vous aider à grossir, que ce soit monétaire ou de contact? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse à long terme? Mes lecteurs me demandent tout le temps des affaires comme ça. Il y a beaucoup d'investisseurs qui écoutent les podcasts, qui lisent. Ils veulent savoir un petit peu, tu sais, si vous êtes dans un marché très intéressant qui se développe, c'est qu'est-ce que vous cherchez à long terme, disons, dans un an à peu près. OK. Je te laisse répondre. Dans l'immédiat, c'est sûr que non, parce qu'on va essayer de s'assurer de vraiment bien positionner toutes nos choses et aussi d'avoir une structure interne et externe avec les collaborateurs qui est bien établie et aussi de bien comprendre notre marché parce que là, on vient de lancer ce nouveau format en canette. Donc, je pense qu'il faudrait prendre au moins un an, 2, tu sais, pour s'assurer que les choses vont bien, qu'on est bien aligné, qu'on peut continuer le développement de produits, sortir de nouvelles gammes. Et c'est sûr que là, oui, quand on va être prêt à ce stade-ci, qu'on va être un peu plus sûr de la suite des choses, on serait plus ouvert à peut-être des sources d'investissement. Mais encore, c'est à voir parce qu'on ne veut pas perdre la main sur l'entreprise. Nous, on est vraiment côté, on veut être au cœur des décisions, tout ce qui est le développement, la réflexion derrière la stratégie. On adore ça, on est passionné par ça. Donc, c'est sûr que si on perdait ça, le but, ce n'est pas de vendre notre compagnie puis après de se tourner et faire autre chose. On aimerait faire ça pour le plus longtemps possible, peut-être le léguer à nos enfants, donc à voir si c'est quelque chose qui les intéresse, là. Mais donc, pas dans l'immédiat, mais éventuellement, on serait potentiellement ouvert. C'est-à-dire qu'on préfère aller moins vite, plus sûrement, mais plutôt que d'essayer d'exploser, d'être vendu partout, tout de suite exporté, on va y aller par étapes. On va pas tout de suite être dans tous les supermarchés, les Costco, comme tu disais. On va d'abord se concentrer sur le Québec. Petit à petit, on va essayer de déborder vers l'Ontario, peut-être tout le Canada, mais on va y aller étape par étape et on préfère donc y aller avec nos fonds propres petit à petit et si besoin, essayer de se faire aider peut-être plus par des institutions financières, enfin des banques dans un premier temps ou des programmes de subvention ou tu vois, des choses comme ça, plutôt que de chercher des investisseurs tout de suite. Mais sait-on jamais, d'ici 2, 3, 4 ans, on verra comment ça. Qu'est-ce qui se passe, ouais. Comment ça va avec ce qui est, comme tu dis, l'Ontario? Est-ce que ce marché, c'est l'Ontario puis le BC, c'est un marché très bon pour vous autres, côté naturel pour vous autres? Est-ce que vous avez déjà des petites du monde qui vous ont contacté là-dessus? Est-ce que vous êtes allé au CIAL il n'y a pas longtemps voir ce qui se passe? Ce que vous avez commencé à voir ce qui se passe dans ce coin-là? En plus, vous pouvez distribuer à travers en ligne en plus le kit. Est-ce que vous êtes pas sans d'alcool? Qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là dehors du Québec déjà? Alors pour le CIAL, on a fait une rencontre qui avait été organisée par le MAPAC. Tu sais, il y a des speed dating entre entreprises. Donc c'était plutôt le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse qui nous avaient été proposés. On verra ce que ça donnera. Pour l'instant, il y a des défis par rapport à la conservation du produit parce que là, on est en train de tester la durée de vie. Il se pourrait qu'on puisse être conservé à température pièce, à température ambiante. Et ça débloquerait plein de choses parce que pour l'instant, on demande à nos acheteurs, à nos clients de stocker le produit à température réfrigérée. Mais si ça se débloque, ça nous permettrait d'être peut-être en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick. Et puis l'Ontario, il y a un distributeur déjà avec qui on travaille qui pourrait livrer jusqu'à Ottawa. C'est un bon début. Ouais, déjà, c'est bon. Peut-être Le marché, il va commencer quelque part, le marché, ça.
C'est Ouais, ça pour exactement. commencer. Peut-être un Mhm. peu Toronto, je pense. Et il y a d'autres, il y en avait un qui nous avait approché qui vient d'Ontario, hein, qui vend des boissons justement, qui t'avait à l'Expo Manger Santé, tu avais discuté avec lui, je pense. Ben, ouais, c'est juste qu'en fait, on commence à envisager, Ah, mais c'est on va prendre le temps, c'est ça. On ouais. veut s'assurer qu'on fasse bien les choses déjà ici au Québec, puis peut-être d'ici l'été prochain, on va commencer à exporter, c'est à voir. Ben, excellent. Ben, écoute, number one, félicitations encore. La canette a bien, comme je dis, quand je vous ai vu, on parlait déjà de canette, ça va vraiment bien. Je suis bien content pour vous autres. Ouais. Si quelqu'un veut vous contacter, on va laisser bien sûr l'information là-dedans, mais si quelqu'un veut vous contacter pour voir la suite, pour commander tout ça, comment ça fonctionne? Bah, en fait, ils peuvent voir tout, enfin, il y a toutes les informations sur notre site web. Donc, c'est limonadoflore.com. Et puis là, il y a soit le formulaire de contact, si c'est des B2B, il y a aussi tout le processus d'achat qui est expliqué. Donc, quel distributeur contacter, s'ils veulent faire leur commande sur PivoHub ou s'ils veulent nous contacter directement, il y a tout qui est expliqué. Ben, excellent. Ben, écoute, merci beaucoup à vous deux. Félicitations encore pour votre boisson, puis je suis content que ça fonctionne bien. Comme je dis, le prêt à boire, le RTD, la canette, c'est très difficile comme business, puis je suis content que ça fonctionne bien, que vous avez déjà pensé à votre histoire. Ça, Oui. excellent. Ben, écoute, félicitations, puis on se parle bien sûr pendant cet été. Il y a un festival, c'est sûr qu'on va se voir. Oui, Super. merci beaucoup, merci à Merci vous. beaucoup pour l'interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup à les deux de la gang d'Auflore qui nous ont donné 2 minutes pour parler un petit peu, discuter un petit peu de leur business. Comme je dis, la gang est tellement belle. Moi, je suis un fan de la limonade déjà. Puis, c'est sûr, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à leonardo@romain.com ou vous pouvez aller directement sur PivoHub pour aller commander leur boisson. Nous autres, dans pas long, comme je dis, on lance notre infolette d'alimentation et de boissons. Si vous avez des questions là-dedans, contactez-moi là-dessus. Merci beaucoup et à la prochaine.